Stéphanie. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à Stéphanie. Bonjour à tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont en train d'arriver. Bon, ils ne le sauront pas, mais bon, je vais leur dire bonjour déjà. Et merci à vous d'être présents. Je sais qu'il y en a qui sont en train de manger. Donc, bon appétit à ceux qui mangent. Bonne soif à ceux qui boivent. Et voilà. Voilà, il y a une tasse de thé, il y a une tasse de café, donc tant mieux. C'est l'idéal. Donc, ça va se passer en 3 étapes aujourd'hui. Je vais me présenter rapidement parce que ce n'est pas ça le but de ce webinaire, ce n'est pas me présenter. Ensuite, on va passer à 10 erreurs à éviter lorsqu'on lance une chaîne YouTube entreprise. Donc, on va voir les 10 erreurs ensemble et les conseils, ce que je recommande pour éviter de faire ces 10 erreurs-là lorsqu'on débute ou lorsqu'on reprend sa chaîne YouTube en main. Et après, on aura un moment de questions-réponses. Donc, j'ai déjà noté quelques questions qui ont déjà été envoyées lors de l'inscription. Je vais essayer d'y répondre en priorité. Et après, si vous avez des questions, bien évidemment, je pourrai répondre également dans le chat. Donc, si ça vous va, tout le monde peut faire un pouce vers le haut. Comme ça, je vois tout le monde qui fait un pouce vers le haut. Bon, tant mieux. Donc, je vais lancer la présentation. Le but, j'aime pas beaucoup écrire, j'aime plutôt beaucoup communiquer avec vous. Donc, il n'y a pas énormément d'écriture sur la présentation. Et je pense qu'on a tous fait des études, on lit beaucoup de journaux. C'est imbuvable de voir autant d'écriture. Donc, je vais à l'essentiel et surtout écouter ce que je vais dire. Et puis, vous aurez le replay de toutes les façons. Donc, vous pourrez consommer ce qu'on va dire par la suite. Donc, on va commencer avec la présentation. Donc, lancement d'une chaîne YouTube entreprise, YouTube, 10 erreurs à éviter. Bon, il y en a beaucoup plus, mais j'ai noté 10 les plus fréquentes que j'ai constatées sur les chaînes YouTube. Et on va essayer de voir ensemble quelles sont-elles et comment les éviter, bien évidemment, lorsqu'on veut se lancer sur YouTube. Donc, avant de passer même à la présentation, je veux vraiment montrer que l'intérêt pour YouTube, on va le voir tout à l'heure, déjà, c'est gratuit. Et dans un processus de digitalisation d'entreprise, c'est quelque chose qui peut être une plus-value, en tout cas pour votre entreprise, pour votre secteur d'activité. Donc, qui suis-je et que fais-je? Je m'appelle William Angora. J'aime dire souvent Angora comme le chat, comme ça reste un peu dans la tête. Donc, je suis expert en stratégie digitale et spécialiste YouTube. Et j'aide les entrepreneurs, les entreprises à créer leur chaîne YouTube, à les développer et surtout à attirer les personnes qui correspondent à leur activité et plus loin encore, à monétiser leur contenu en source de revenus. Donc, dans un processus de digitalisation, on peut vendre ses propres produits, on peut avoir un site internet, on peut utiliser des tunnels de vente, on peut faire de l'affiliation. Il y a plein de manières de monétiser son contenu, de monétiser ce qu'on fait sur sa chaîne YouTube, au-delà même des produits que l'on vend. Donc ça aussi, j'accompagne les personnes sur cet aspect-là. Je suis aussi photographe et vidéaste de mariage. Donc, c'est ce qui m'a permis de mettre les pieds sur YouTube, donc il y a 4 ans maintenant. Et je suis marié, père de 2 enfants et je vis à Toulouse. Et je suis d'origine ivoirienne. Donc, si vous mangez du chocolat, 50% du chocolat que vous mangez vient de Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes un peu ivoirien si vous mangez du chocolat. Voilà. Donc, au programme, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi avoir une chaîne YouTube en 2021? Bon, parce que bon, l'année 2020 est en train de se terminer. Et ensuite, les 10 erreurs à éviter. Et on va passer aux questions-réponses tout à l'heure. J'espère que vous êtes prêts, que je ne suis pas trop rapide. Si je suis rapide, c'est normal, c'est la passion. Donc, on va mettre en mode ralenti tout à l'heure. S'il le faut, faites-le moi savoir sans aucun problème. Donc, pourquoi avoir une chaîne YouTube en 2021? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que YouTube, c'est surtout pour les jeunes ou les moins jeunes. Bon, surtout pour les jeunes, on va dire. Mais je vais vous donner quelques chiffres ici. Déjà, commencer par ceux du bas. En France, il y a 46 millions de visiteurs uniques qui se rendent chaque mois sur YouTube. Et 39 millions de visiteurs parmi ces 46 millions ont 18 ans et plus. Et on se rend compte que les 18-24 ans ne représentent que 20% de cette population-là. Et les 25-49 ans représentent 52%, non plus de la moitié. Et les 50 ans et plus sont même plus nombreux que les 18 à 24 ans. Donc concrètement, YouTube, ce n'est pas forcément pour les très jeunes, les enfants, comme on a l'impression, comme on a l'habitude de le voir. C'est peut-être une impression qu'on a parce que c'est les chaînes qui ont beaucoup plus d'abonnés, qui ont des millions d'abonnés, c'est plus des chaînes de divertissement qui ne sont pas forcément adressées à un public un peu plus âgé ou moins jeune, on va dire. Mais YouTube, en priorité, on va dire c'est entre 25 et 50 ans et plus. Il y a beaucoup plus de personnes dans cette tranche d'âge-là. Et ça, c'est que pour la France. Maintenant, dans le monde entier, YouTube, c'est 2 milliards d'utilisateurs qui se connectent chaque mois. C'est-à-dire, chaque mois, vous êtes sûr que vous aurez 2 milliards d'utilisateurs qui se connectent. Et avec le premier confinement, je pense qu'on est autour de 2 milliards 2 avec le premier confinement. Et je pense que l'objectif de YouTube, c'est d'atteindre les 3 milliards d'ici 5 à 10 ans. Et je pense qu'on va y arriver vu le développement de la plateforme depuis ces dernières années. Chaque seconde, vous avez 80 000 vidéos qui sont vues sur YouTube. 80 000. Là, on ne parle même pas de 80, ni de 8, ni de 800. 80 000 vidéos qui sont vues chaque seconde. Et on a 1 milliard d'heures de vidéos visionnées par les internautes tous les jours. Donc, il faudrait concrètement 82 années pour visionner le nombre de vidéos qui sont postées sur YouTube en 1 heure.
Donc, autant dire qu'on n'a pas le temps de visionner tout ce contenu-là. Et c'est également des opportunités pour chaque vidéo qui est postée, chaque minute qui est regardée sur YouTube. C'est une opportunité pour vous, pour votre entreprise, pour votre secteur d'activité. Donc, juste ces chiffres-là nous montrent que YouTube, ce n'est pas forcément une plateforme de jeunes. Donc, on va dire moins de 18 ans. C'est même de 18 ans et plus. C'est même une plateforme qui commence, on va dire, à partir de 25 ans jusqu'à 50 ans et plus. Donc, c'est un gros avantage. Et on a quand même 39 millions de personnes qui ont 18 ans et plus sur YouTube. Je pense que la population française, c'est 70 millions. Donc, plus de la moitié de la population française consomme quand même du contenu sur YouTube. Et ça, c'est pas mal. Alors, les erreurs, on va les lister. Donc, il y en a 10. Et ces 10 erreurs, je vais les expliquer et essayer de donner un complément, c'est-à-dire comment faire pour éviter ce genre d'erreurs-là. Et je pense que certains qui veulent se lancer sur YouTube ou même qui ont déjà une chaîne YouTube qui ne fonctionne pas vraiment vont se reconnaître dans ces erreurs-là. Et si vous n'avez pas encore de chaîne, tant mieux, ces 10 erreurs-là vont vous aider parce que quand vous allez résoudre ces 10 erreurs, en fait, vous êtes bien parti pour développer votre chaîne YouTube par la suite. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas utiliser YouTube pour son business ou son activité. Là, on parle d'entreprise, d'entrepreneur. Mais la première erreur, c'est justement de ne pas utiliser YouTube pour son entreprise ou son activité. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, chaque jour, vous pouvez toucher des milliers de personnes avec votre contenu gratuitement sur YouTube. Aujourd'hui, je prends l'exemple de ma chaîne YouTube, par exemple, mais ma chaîne fait entre 1000 et 1500 vues par jour. 1500 vues par jour, imaginez si un pourcentage de ces personnes qui regardent vos vidéos deviennent des clients, ce qui est le cas, mais c'est très bien. Et là, on parle juste d'une chaîne de quelqu'un qui ne fait que parler de YouTube. On ne parle pas de chaîne qui parle de cosmétiques, de chaîne qui parle de cuisine, de chaîne qui parle de e-commerce, par exemple, ou qui parle de comment gagner de l'argent sur Internet. Il y a plein de niches, plein de thématiques. Chacun sa thématique ici qui est connectée. Et on peut toucher des milliers de personnes en ayant les bonnes stratégies, en ayant une chaîne YouTube qui est solide. Quand je dis solide, c'est-à-dire qui respecte le branding, qui a une bonne stratégie, quelqu'un qui comprend la plateforme et qui crée du contenu régulièrement. YouTube, c'est vraiment pas sorcier, mais il faut avoir les bonnes informations. Donc, YouTube nous permet de faire ça surtout gratuitement. C'est-à-dire tout ce qu'il faut aujourd'hui, on va le voir après, mais avec un téléphone et un micro, on peut créer du contenu sur YouTube. On n'a pas même une webcam. Voilà, on n'a même pas besoin d'acheter quelque chose de supplémentaire. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut sous la main. Tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à créer des vidéos sur YouTube. Donc, YouTube permet de générer des leads et d'avoir également plus de revenus pour votre activité. Parce que non seulement il y a la monétisation YouTube, bon, qui vient bien après, mais il y a également la possibilité toute simple de rediriger les gens vers nos offres, vers nos produits, vers une liste email, vers un lead magnet, par exemple, si on est dans le marketing, de faire de manière tout à fait simple. Et l'avantage avec YouTube, c'est que c'est le contenu que vous allez créer qui va directement qualifier la personne qui regarde votre contenu, qui regarde vos vidéos. Moi, c'est vraiment cet avantage-là que j'aime par rapport à YouTube et c'est celui que je mets en avant surtout. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen d'asseoir son expertise, son autorité, sa crédibilité. Je ne sais pas si c'est psychologique, mais il y a vraiment une grosse barrière à l'entrée sur YouTube. Quand on parle avec beaucoup d'entrepreneurs, même d'entreprises, c'est plus facile d'être sur Facebook pour beaucoup, d'être sur LinkedIn, d'être sur Instagram. Mais quand on commence à parler de YouTube, il y a déjà, ça va être un peu plus compliqué, c'est pas, j'ai pas le temps, etc. Pourtant, ça demande peut-être moins de temps que de gérer, par exemple, une communauté sur d'autres réseaux sociaux. Mais ça, on va le voir par la suite. Donc, aujourd'hui, vous avez toutes les clés en main pour commencer à utiliser YouTube parce que c'est gratuit. Vous avez accès tout le temps. Vous avez tous au moins un téléphone, un smartphone qui permet de filmer. On a au moins un ordinateur avec une webcam comme c'est le cas aujourd'hui et on a au moins des écouteurs ou un casque qui permet de capter le son. Et on a aussi la lumière du jour. Donc, si on manque de lumière, on va à la lumière du jour. C'est bon, c'est suffisant pour commencer à créer des vidéos sur YouTube. Donc, ne pas le faire si vous ne l'avez pas fait jusqu'ici. Je pense qu'après ce webinaire, vous allez commencer à réfléchir à créer votre chaîne YouTube en fonction de votre thématique, bien évidemment. L'erreur numéro 2, ça c'est une des plus grosses erreurs aussi, elle est très courante, c'est le manque d'organisation et de planification. Je pense que vous connaissez ce genre de chaîne. Vous allez sur la chaîne, la première vidéo date d'il y a 6 ans, la deuxième vidéo date d'il y a 3 ans et la quatrième date du premier confinement. Et la personne se dit, YouTube, ce n'est pas fait pour moi. Mais en fait, c'est juste ça. Il n'y a pas de stratégie derrière où les personnes n'ont pas pris le temps de développer leur chaîne YouTube. Ils n'ont pas pris le temps d'être sur YouTube. Parce que généralement, un argument chez les personnes qui veulent créer une chaîne YouTube, c'est j'ai pas le temps. Mais en fait, ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est les personnes ne prennent pas le temps. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis marié, j'ai 2 enfants. Mon premier a 3 ans, le deuxième a 7 mois. Mais aujourd'hui, je fais 2 vidéos par semaine. Donc, ça fait 8 vidéos par mois. Mais en 5 heures, on va dire, par mois, j'arrive à créer tout le contenu du mois. Donc, on n'a pas forcément besoin de mettre énormément de temps de côté, sachant que je fais la recherche des vidéos, je tourne les vidéos, je monte les vidéos et je les publie sur YouTube. Donc, tous ces éléments-là, je les fais en général 5 heures par mois, c'est suffisant pour créer tout le contenu du mois.
Donc, ici, j'ai mis 4 heures par mois, vraiment pour quelqu'un qui a du mal avec le montage, quelqu'un qui a du mal à trouver des idées et quelqu'un qui veut juste faire une vidéo par semaine. 4 heures, c'est largement suffisant. Et quand on est plus expérimenté dans la création du contenu, 2 heures, ça suffit largement pour créer des vidéos sur YouTube. Donc, en réalité, 2 heures par mois, je pense qu'on les a tous quelque part. On peut les grappiller 30 minutes ici, 30 minutes là. Donc, on peut quand même trouver 2 heures ou 4 heures par mois pour créer des vidéos sur YouTube. Le manque de planification également, pourquoi? Parce que le problème, beaucoup aussi fonctionne au jour le jour. C'est-à-dire, j'ai une idée de vidéo aujourd'hui, je la fais, mais qu'est-ce qui vient après? Aujourd'hui, j'ai un cahier avec environ 120 idées de vidéos YouTube. Donc, le cahier est là. Et je ne peux pas dire que je manque d'idées parce que 120 idées de vidéos, ça me fait quasiment 60 semaines de contenu. Donc, c'est plus d'1 an en fait. Et chaque fois, chaque semaine, en tout cas, j'en rajoute 5 ou 10. Donc, j'ai au moins 1 an et demi de contenu, on va dire, qui est déjà prévu. J'ai juste à tourner les vidéos. Ou alors, si je n'ai pas envie de tourner ce sujet-là, je prends plutôt un autre sujet. Ou s'il y a un sujet d'actualité qui vient de tomber, ben, je prends le sujet d'actualité. Donc, le but aussi, c'est ça. C'est de faire en sorte qu'on puisse avoir le maximum d'idées de vidéos en fonction de notre thématique, en fonction de notre audience également. On va le voir par la suite. L'audience, elle est super importante. Donc, planification et organisation seront vraiment vos alliés pour la réussite de votre chaîne YouTube. Est-ce que jusque-là, ça va? Si ça va, voilà. Un pouce comme Stéphanie l'a fait, c'est très bien. Super. L'erreur numéro 3, ça c'est une grosse erreur également. Je pense que c'est la pire en fait. Non, c'est pas la pire. Il y a la pire des erreurs, elle est tout à la fin. Ne pas connaître la plateforme. Alors, ce qui fait qu'il y a un frein également sur YouTube, c'est qu'on a l'impression que, c'est pour les jeunes parce que bon, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur YouTube, etc. Deuxième élément, on a l'impression que YouTube ne veut pas montrer nos vidéos aux autres. J'ai souvent cette excuse-là. Ah oui, mais quand je poste mes vidéos, YouTube ne montre pas mes vidéos aux autres. Mais c'est normal. Si on ne connaît pas la plateforme, on ne sait pas ce que YouTube aime, ce que YouTube veut, ben nos vidéos ne seront pas montrées à plus de gens. Bon, je ne sais pas si tout le monde fait du marketing ici, mais je ne pense pas. Mais dans le marketing, en fait, il y a ce qui s'appelle les impressions. Les impressions, c'est quoi? C'est la plateforme, que ce soit LinkedIn, YouTube, Instagram, etc., qui va aller montrer votre contenu à différentes personnes. Et en fonction de la réaction de ces personnes par rapport à votre contenu, on va le montrer à plus de gens, on va le montrer à moins de gens. Et YouTube, peu importe votre chaîne, peu importe ce que vous faites, va toujours faire des impressions au départ lorsque votre vidéo est publiée. D'accord? Donc, forcément, YouTube la montre à des personnes. Et en fonction du nombre de personnes qui vont cliquer, qui vont réagir, qui vont regarder, YouTube va se dire en temps réel, bon, ce contenu-là, il est bien, ce contenu n'est pas bien. Bon, je le montre à plus de gens, je le montre à moins de gens. Parce que le but de YouTube, c'est tout simplement de faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible sur la plateforme. Et si on ne connaît même pas déjà cette base, c'est-à-dire faire en sorte que les gens restent longtemps sur la plateforme, on n'aura pas les résultats qu'on veut. Donc, par exemple, une question qu'on peut se poser, qu'est-ce que vous savez de YouTube? Est-ce que vous connaissez le fonctionnement de l'algorithme? Est-ce que vous connaissez les fonctionnalités qui sont à votre disposition? Parce qu'il y en a énormément. Mais il faut les utiliser en fonction de nos besoins. Et ça, c'est ce qu'on voit également en évitant ces erreurs-là. Donc, plus vous connaissez la plateforme, plus vous avez de chances d'augmenter votre succès, votre impact, votre croissance, votre visibilité. Il n'y a pas de magie. C'est juste prendre le temps de connaître la plateforme. Et pour ça, il faut se former et s'informer. Quand je dis s'informer, regardez les vidéos que vous aimez regarder. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de regarder une vidéo jusqu'à la fin, par exemple? Si vous comprenez ce processus-là, vous allez adapter la même chose à votre contenu et vous aurez les mêmes résultats. Donc, l'erreur numéro 3, c'est de ne pas connaître la plateforme ou ne pas prendre le temps de connaître la plateforme. Alors, l'erreur numéro 4, pensez que c'est le matériel qui fait la différence. J'aime bien discuter de cette erreur parce que vu que je fais de la photo et de la vidéo, beaucoup de gens vont me dire, ah oui, ça coûte cher d'acheter une caméra, ça coûte cher le matériel vidéo. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, un téléphone aujourd'hui suffit avec un micro, je ne l'ai pas sur moi, mais c'est un micro qui coûte 20 € sur Amazon. Il fait 6 mètres, il fonctionne avec une caméra sur les téléphones, sur l'ordinateur. Donc, en fait, on a besoin que de ces deux éléments-là. Bon, là, j'ai des lumières ici parce que, bon, heureusement, c'est mon métier. Sinon, ça aurait été compliqué de vous montrer qu'il faut avoir un certain niveau de matériel, arriver à un certain niveau. Mais pour faire du contenu éducatif, du contenu professionnel, etc., on n'est même pas obligé de montrer son visage sur YouTube. Donc, ça aussi, il faut le savoir. Il y a des chaînes qui n'ont pas de visage du tout. Je prends par exemple l'exemple de 5 Minute Craft, qui est une chaîne qui parle de bricolage, qui a 69 millions d'abonnés. Je n'ai jamais vu le visage des personnes qui gèrent cette chaîne-là. Donc, YouTube, en fait, il est surtout autour du contenu. C'est-à-dire, le fond a beaucoup plus d'importance que la forme. La forme, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'avoir un bon son. Parce qu'on peut vous pardonner une mauvaise qualité vidéo, on ne peut pas vous pardonner une mauvaise qualité de son. Si j'étais dans une pièce qui avait énormément d'écho, imaginons que je faisais ce webinaire dans une grotte, ça allait être vraiment, je pense, désagréable pour vous. Donc, ayez une bonne qualité de son, ayez une bonne qualité de lumière. Là, aujourd'hui, comme j'ai dit, avec la lumière du jour ou juste une lumière que vous avez dans le bureau, juste un placement par rapport à cette lumière-là, c'est suffisant pour avoir une bonne qualité de vidéo. Et comme je dis, les téléphones aujourd'hui sont très avancés en termes de résolution pour la vidéo, donc c'est suffisant. Après, lorsque vous allez développer votre chaîne, si vous êtes
un peu sur les détails, etc., pour investir dans du matériel vidéo, mais ça ne doit pas être votre priorité. Ça ne doit pas être un frein pour vous dire, OK, je n'ai pas le matériel suffisant, je ne vais pas me lancer sur YouTube ou alors je n'y connais rien. De toute façon, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, même au niveau de la vidéo, etc., je l'ai appris sur YouTube. Donc, si j'ai pu trouver ce genre de contenu, vous pouvez le faire également. Il y a tout qui est vraiment à disposition aujourd'hui sur Internet pour pouvoir apprendre rien que les bases pour filmer avec son téléphone. On peut les apprendre sur Internet, sur YouTube, par des blogs, etc. Le contenu est disponible et accessible. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que l'appareil, la caméra, les lumières, les micros, etc. soient un frein pour que vous puissiez vous lancer sur YouTube. Le matériel ne fait pas tout et ne fera jamais tout. C'est vraiment le contenu d'abord qui va faire la différence. Et ensuite, si au contenu, on peut ajouter la forme, ça ne pose aucun problème. D'abord, avant de continuer, est-ce que vous pensez que le matériel est un frein? Si vous pensez que c'est un frein, vous mettez un pouce en haut. Si vous pensez que non, vous mettez un pouce en bas. Mais bon, je vous ai déjà vendu la chose, en fait, donc ça sera un pouce en bas forcément. Bon, OK, pouce en bas tout le monde. Alors, l'erreur numéro 5, je sépare cette erreur de l'erreur numéro 3 qu'on a vu tout à l'heure, ne pas maîtriser YouTube, c'est ne pas maîtriser YouTube Analytics. Alors, sur tous les réseaux sociaux, vous avez un endroit où vous avez des statistiques, des données. Et pour moi, la plateforme la plus poussée à ce niveau-là, il y a Google, bien évidemment, avec Google Analytics, mais il y a aussi YouTube Analytics. Alors, souvent, beaucoup de gens n'aiment pas aller dans YouTube Analytics parce qu'il y a des graphiques de partout, il y a des chiffres ici, il y a des courbes, etc. Mais en fait, YouTube Analytics vous donne toutes les données dont vous avez besoin pour développer votre chaîne. C'est-à-dire aujourd'hui, vous savez exactement combien de temps les personnes ont regardé vos vidéos. Est-ce que les personnes ont cliqué sur vos vidéos? Est-ce que les personnes ont commenté vos vidéos? Est-ce qu'elles ont liké? Est-ce qu'elles ont partagé? D'où est-ce que les personnes vous ont trouvé? Quels sont les mots-clés qu'elles ont tapés dans la barre de recherche pour trouver votre vidéo, etc. Toutes ces infos-là, on les a à disposition sur YouTube, mais il faut prendre du temps pour appréhender cette partie-là. Moi, ça m'a pris environ 6 mois pour maîtriser YouTube Analytics parce que chaque vidéo que vous postez, c'est des nouvelles données que vous allez découvrir et au fur et à mesure, vous allez savoir telle donnée correspond à telle chose, etc. Et aujourd'hui, par exemple, si je fais un audit de chaîne YouTube, je ne demande pas à voir les vidéos. Je vais directement dans YouTube Analytics et c'est YouTube Analytics qui va me faire vraiment un retour par rapport à la chaîne, etc. Par exemple, il y a des personnes qui vont se rendre compte qu'elles ont des vues, mais elles n'ont pas forcément de gens qui s'abonnent. Il y a des statistiques qui montrent pourquoi est-ce que les gens regardent cette vidéo, est-ce qu'elles ne s'abonnent pas, etc. Ça, on le retrouve directement dans YouTube Analytics. Et comme je le dis à chaque fois, c'est gratuit. Et on peut l'avoir aussi également sur le téléphone. On a une application pour ça qui permet également de tracer toutes ces données-là. Pour ce soir, le Zoom, je ne garantis rien. Excusez-moi, Christine, on posera les questions à la fin ou vous les posez sur le chat. Oui, pardon, excusez-moi. Merci. Bon, voilà, rien n'est garanti, mais on continue. Donc, si vous maîtrisez YouTube Analytics, je pense que c'est un gain de temps que vous allez avoir parce que vous n'allez pas être en train de vous dire, je comprends pourquoi mes vidéos ne fonctionnent pas, etc. Souvent, ça peut être le sujet. Souvent, ça peut être la miniature qui ne donne pas envie de cliquer. Ça peut être le titre qu'il faut changer, etc. Mais lorsque vous maîtrisez YouTube Analytics, vous savez exactement ce qu'il faut faire et vous pouvez le faire en autonomie. Donc, c'est sans aucun problème que vous allez pouvoir gérer le reste de votre chaîne YouTube, la croissance de votre chaîne sans problème. Ensuite, l'erreur numéro 6, on parle d'entreprise et c'est là le piège, avoir une communication trop corporate. Imaginez un instant, je vais essayer de prendre un exemple. On parle de voilà, Mieux Entreprendre 93. Donc, on aide les entrepreneurs à mieux entreprendre. Donc, je fais une chaîne YouTube, ma première vidéo. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes l'association Mieux Entreprendre 93 et nous allons vous aider à mieux entreprendre. Si ça, c'est les 30 premières secondes de votre vidéo, vous avez perdu, je pense, 90% des gens sur la vidéo. Donc, ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Sur YouTube, vous parlez à des individus. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous vois, il y a sur mes vidéos, sur ma chaîne du tutorat, parce que bon, je crée un climat encore plus chaleureux, mais vous parlez à des individus. Et vous devez comprendre que ces individus-là ont besoin de ressentir que vous leur parlez. Lorsqu'on a une communication trop corporate, ça devient un peu froid, ça devient sans vie, ça devient sans passion. Et comme je l'ai dit, YouTube, ce n'est pas forcément un réseau jeune, mais c'est un réseau où on aime avoir du dynamisme, on aime avoir quelque chose d'assez entraînant, d'assez engageant. Donc, privilégiez soit vous-même, si vous êtes solopreneur, mettez-vous en avant et après, mettez l'entreprise. Après, de toute façon, les gens vont découvrir vos produits, votre entreprise au fur et à mesure, ou mettez en avant vos collaborateurs. Je prends l'exemple de HubSpot, qui est une entreprise dans le marketing, qui met en avant ses collaborateurs avec des fois quelques touches d'humour, etc. Mais on sait que c'est l'entreprise HubSpot, mais ce n'est pas forcément la communication corporate qui est mise en avant, c'est une communication humaine qui est mise en avant. Et c'est ça qui va permettre de vous différencier des autres chaînes YouTube qui sont professionnelles, mais qui parlent comme si elles étaient, je ne sais pas, enfin, je ne sais même pas ce que je vais dire, qui ont un langage, une approche qui n'est pas celle qu'il faut sur YouTube. Donc, une chaîne d'entreprise, c'est possible pour tout le monde, mais faites attention à la manière dont vous allez communiquer
communiquer sur YouTube, donc le ton qui sera employé, le langage qui sera employé. Voilà. Parce que, comme vous voyez, c'est aussi un endroit, YouTube, ce n'est pas forcément un endroit où on a envie d'être très sérieux. On veut avoir du contenu éducatif, c'est vrai, du contenu qui apporte de la valeur aux gens, c'est vrai. Mais on va avoir aussi un peu de personnalité, un peu d'humanité, un peu d'humour de temps en temps. Et c'est ce qui va permettre vraiment de fidéliser les gens derrière et de faire en sorte qu'ils reviennent regarder vos vidéos. L'erreur numéro 7, ne pas considérer son audience ou simplement ne pas la connaître. Bon, généralement, lorsqu'on veut vendre un produit, etc., on nous dit souvent en marketing, hein, l'avatar client, il faut connaître son client, ses peines et tout, etc. Mais c'est pareil pour YouTube. Quelle est votre thématique? Si vous faites par exemple du maquillage, ben, vous avez un type de client, un type de personne qui veut entendre parler de maquillage. Et ce genre de personnes ne vont pas communiquer de la même manière que des personnes qui sont en train de faire des recherches sur du développement web, par exemple, ou du développement d'applications. Donc, plus vous connaissez votre audience, mieux c'est. Et connaître son audience, comment est-ce qu'on fait? On peut simplement taper dans la barre de recherche de YouTube et voir les contenus qui s'assimilent à ce qu'on veut créer comme type de contenu. Quel est le langage qui est utilisé? Quelles sont les personnalités que les gens aiment voir? Quels sont les commentaires que l'audience cible que je vise va taper? Qu'est-ce qu'elle écrit généralement? Ça prend peut-être un peu de temps, on va dire 1-2 heures pour se faire une idée de ce que les gens cherchent, mais il faut considérer son audience. Parce que concrètement, aujourd'hui, l'algorithme de YouTube, il suit simplement ce que l'audience aime. Et votre audience également, c'est elle qui va supporter votre chaîne, c'est elle qui va booster votre chaîne, vos vidéos dans les premières heures, dans les 24 premières heures. C'est elle qui va laisser des commentaires, c'est elle qui va faire des partages, etc. Donc, l'audience, elle est super importante. Et si vous ne faites pas attention à votre audience, vous allez perdre en visibilité sur YouTube et vous allez simplement, à un moment donné, arrêter de créer du contenu parce que les résultats ne se font pas suivre. Donc, c'est super important de communiquer avec l'audience. Et par exemple, si vous avez plus de 1000 abonnés, il y a un onglet qui s'appelle l'onglet communauté où on peut poser des questions, on peut faire des sondages, on peut organiser plein de choses. Et c'est un onglet que beaucoup de personnes sous-estiment, même des YouTubeurs qui ne sont pas forcément une entreprise ou des entrepreneurs. C'est un endroit que beaucoup de personnes n'utilisent pas, alors que c'est un endroit où on peut créer du lien avec l'audience. Bien sûr, on peut rediriger vers d'autres réseaux sociaux, vers d'autres plateformes, vers nos sites Internet, vers notre liste email, etc. Mais privilégiez vraiment le contact avec l'audience. Prenez le temps de poser des questions dans vos vidéos pour que les gens répondent en commentaire. Répondez aux commentaires, en tout cas, si vous pouvez, de toutes les personnes qui commandent vos vidéos. Moi, j'essaie de le faire. 99% des commentaires, j'y réponds. Les 1%, je les supprime parce que c'est plutôt des spams. Donc voilà, on prend vraiment le temps d'échanger avec son audience, etc. Et vous allez voir que de jour en jour, il y a des gens, dès que vous publiez une vidéo, même s'il est 2h10 du matin, bon, je ne vous conseille pas, même s'il est 2h10 du matin, ils vont venir regarder la vidéo, commenter, etc. Il y a ce genre de personnes-là qui seront vraiment des vrais fans de votre marque, de votre contenu, de ce que vous proposez. Donc, prenez en compte l'audience et apprenez à la connaître parce que l'audience également évolue. Donc, est-ce qu'au début, lorsqu'elle vous a connu votre audience, elle aimait tel type de contenu? Est-ce qu'elle préfère tel type de contenu aujourd'hui? Donc, c'est toujours un dialogue avec votre audience qui va vous permettre également de développer votre chaîne YouTube. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Super. Bon. Un peu speed, mais ça va. Un peu speed. Ouais. Si vous voulez que je revienne sur un point, dites-moi, comme ça je reviens maintenant. Parce que je pense qu'on a encore du temps. Ça va, mais c'est speed. Mais apparemment, c'est les youtubeurs qui sont speed. Donc... Bon, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Allez, l'erreur numéro 8. Bon, là, je vais essayer de prendre un peu de temps, vu qu'on a du temps encore. L'erreur numéro 8, c'est de ne pas optimiser ses vidéos. Alors, l'optimisation, ça existe sur tous les réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, le fait de mettre des hashtags, d'écrire de bonnes descriptions, de changer son titre dans le nom de mon profil, de mettre une biographie optimisée, etc. C'est vraiment pour être repéré sur Instagram. C'est-à-dire, lorsqu'on va taper mon nom, taper ma thématique, il faut que je ressorte dans les résultats de recherche sur Instagram. Sur Google, pareil, le SEO, donc le référencement naturel. Donc, sur mes balises de titres, etc., c'est du référencement. Sur Facebook, par exemple, bon, Facebook, c'est un peu différent. Ça fonctionne beaucoup plus à l'engagement qu'au référencement. C'est du référencement également. On va prendre l'exemple de LinkedIn aussi. Est-ce qu'il y a de l'engagement sur mes posts? Est-ce que j'utilise des hashtags pour être retrouvé sur LinkedIn, etc.? C'est du référencement. Mais sur YouTube, c'est pareil. Alors, il faut comprendre que YouTube, c'est vrai que c'est une plateforme vidéo. On poste de la vidéo, mais pour que YouTube puisse recommander votre contenu, YouTube va d'abord regarder autour de votre vidéo. Donc, c'est d'abord une plateforme textuelle. Elle va regarder le titre, regarder la description. Si vous avez mis des sous-titres, regardez vos sous-titres. Elle va regarder les tags que vous utilisez. Et YouTube va prendre tous ces éléments-là autour de votre vidéo pour juger de la pertinence du contenu. Donc, aujourd'hui, on est en train de parler de YouTube. On prend un exemple simple, comment faire un gâteau. C'est ce que je vais taper sur YouTube. YouTube va regarder, lorsque je tape comment faire un gâteau, est-ce que dans mon titre, j'ai ce mot-clé-là? Est-ce que dans ma description, j'ai ce mot-clé? Est-ce que dans mes tags, j'ai ce mot-clé?
Et ça, ce sont les éléments textuels. Et après, YouTube va considérer, est-ce que les gens qui recherchent comment faire un gâteau regardent ce genre de vidéo pendant longtemps? C'est-à-dire, si ma vidéo fait 5 minutes, est-ce qu'elles aiment regarder cette vidéo pendant 50% du temps, 60% du temps, 100% du temps? Donc, YouTube va prendre en compte la durée moyenne de visionnage pour mettre votre vidéo en avant. Et une vidéo qui n'est pas optimisée, c'est une vidéo qui a 90% de chances de ne pas avoir de résultats en termes de visibilité, en termes de personnes qui vont découvrir la vidéo. L'optimisation de la vidéo, ce n'est pas magique. Ça ne va pas faire en sorte que vous allez avoir 10 000 vues dès la publication de votre vidéo, mais ça permet que dans le temps, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, des fois 1 an après, que votre vidéo soit recommandée à plein de personnes sans aucune raison valable. Mais c'est juste que vous avez optimisé votre vidéo. Donc, l'optimisation, je reprends, c'est très simple. C'est optimiser son titre. Donc, que le mot de recherche, le mot-clé qu'on veut cibler, qu'on veut toucher, soit dans le titre, dans la description, dans les tags. Bon, on va quand même un peu plus loin que ça. Mais si vous faites vraiment ces 3 étapes-là, vous êtes sûr de bien optimiser vos vidéos. Également dans les commentaires, qu'est-ce que vous répondez dans les commentaires aux gens qui vous répondent? Ça prend également ça en compte. Donc, ne pas optimiser ces vidéos, c'est perdre vraiment du trafic de manière inestimable. C'est une erreur que beaucoup de gens font parce que, bon, les personnes ne s'y connaissent pas forcément. Et ça passe par la formation et beaucoup de pratique parce que ça peut prendre du temps au départ, déjà soi-même pour bien appréhender cette notion d'optimisation-là et surtout pour bien comprendre également ce que mon audience recherche parce que je dois faire le lien entre les deux. Qu'est-ce que mon audience recherche? Quel est le contenu que mon audience veut avoir et qu'est-ce que moi je vais lui proposer avec mes vidéos? Donc, l'optimisation, c'est super important. Ça se fait partout sur Google, sur YouTube, sur Instagram et les réseaux sociaux n'y échappent pas en fait. Donc, c'est vraiment le monde dans lequel on est. L'optimisation, elle est omniprésente. Voilà. Ensuite, l'erreur numéro 9, je pense que ça, vous devez le savoir, c'est ne pas soigner le branding de sa chaîne. Qu'est-ce que j'entends par branding? Le branding, c'est l'image que vous renvoyez avec votre chaîne YouTube. Par exemple, si je prends le cas de ME93, on a un logo. Donc, le logo, ça peut être la photo de profil. Le logo, ça peut être la photo de profil de la chaîne. On a la bannière YouTube. Il y a des chaînes qui n'ont pas de bannière YouTube, ce qui est dommage. La bannière YouTube peut donner déjà des informations sur ce qu'on va voir sur la chaîne, sur l'objectif de la chaîne, sur le rythme auquel on publie sur la chaîne YouTube, etc., etc. Donc, le branding, c'est la première image qu'on se fait, ou des fois la dernière si la chaîne n'est pas bien optimisée, de votre chaîne YouTube. Donc, essayez de soigner ça, mettre vos couleurs. Si vous avez une charte graphique, bien évidemment, respectez les couleurs de votre charte. Comment est-ce que vous sont faites vos miniatures? Est-ce que c'est un peu aléatoire ou il y a quand même une notion d'identité visuelle qui se suit au fur et à mesure? Remplir l'onglet à propos aussi. De quoi est-ce que votre chaîne parle? Parce que généralement, lorsqu'on vient sur une chaîne, on va dans l'onglet à propos pour savoir de quoi est-ce qu'on parle dans les vidéos, de quoi est-ce qu'on parle sur la chaîne en général. Donc, ça également, il faut le soigner. Sinon, c'est quand même compliqué parce que des fois, il y a des personnes, pour s'abonner, elles vont regarder une vidéo, c'est vrai, mais allez regarder sur votre chaîne, est-ce que vous avez d'autres vidéos? Est-ce qu'il y a vraiment une bonne image de marque? Est-ce que ça donne envie de s'abonner? En fait, sur YouTube, comme un peu partout, en fait, on se vend. Donc, faites attention à ce que vous mettez sur la chaîne et comment est-ce que vous le mettez également. Donc, prenez 1 ou 2 heures, je pense, lorsque vous créez votre chaîne pour bien soigner le branding et essayez de changer ça 1 ou 2 fois par an, c'est largement suffisant. Mais une fois que vous le faites, faites-le bien et vous allez voir les résultats par la suite. L'erreur numéro 10, et ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent également. J'en ai vu 3 ou 4, je pense, dans les questions. Manquer de régularité et ne pas avoir de stratégie. Là, je prends une citation de Sun Tzu qui a écrit L'art de la guerre. Bon, j'ai pris en anglais, j'ai traduit en français. Every battle is won before it's ever fought. Ça veut dire chaque bataille est gagnée avant même d'avoir été livrée. En fait, lorsque vous allez sur YouTube, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est important d'avoir une stratégie. Une stratégie, pourquoi? Parce qu'on va se lancer dans un milieu où il y a déjà des milliers de vidéos, des milliers d'heures de vidéos qui sont postées. Comment est-ce que je fais pour prendre ma part du gâteau? Comment est-ce que je fais pour attirer les gens qui vont venir regarder mes vidéos? Bien sûr, on peut commencer dès demain avec la première vidéo, on la met en ligne et puis on va tester au fur et à mesure. Mais le fait d'avoir une stratégie, ça permet 2 choses. Trouver des idées de contenu pour poster de manière régulière, parce que la régularité est super importante. La stratégie permet de faire quoi? Quel type de contenu je vais créer? Est-ce que je vais m'associer à des associations, à d'autres créateurs de contenu, à des personnes un peu plus influentes pour créer du contenu sur ma chaîne? La stratégie, ça va être quoi également? Est-ce que je vais faire de la publicité, par exemple, pour attirer des gens sur ma chaîne? Parce qu'on peut avoir des personnes qui vont s'abonner également avec la publicité YouTube. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas le but de ce webinaire aujourd'hui. Mais sachez que c'est possible. Qu'est-ce que je vais faire concrètement chaque semaine, semaine après semaine, pour atteindre les objectifs que je me fixe sur ma chaîne YouTube? Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a 4000 heures de vidéos qui sont publiées chaque minute sur YouTube. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la stratégie qu'on va avoir? Quelles sont les idées de vidéos? Quelles sont les personnes que je vais toucher? Et tout ça, c'est super important de le prendre en compte. Et aujourd'hui, pour vraiment avoir des retours sur YouTube, il faut publier au minimum 1 fois par semaine.
Minimum une fois par semaine, c'est super important parce que vous donnez de la régularité à l'algorithme et YouTube récompense la régularité. C'est-à-dire, vos premières vidéos ne seront pas les meilleures vidéos, c'est sûr, n'auront pas les meilleurs retours. Après, ça dépend du réseau que vous avez derrière de promotion. Mais les premières vidéos vont permettre de mettre le pied, on va dire, dans l'arène et de pouvoir continuer à créer du contenu au fur et à mesure. Aujourd'hui, j'en fais 2. Des fois, je publie 3 vidéos par semaine. Il y a une semaine, j'en ai même publié 4. Mais je pense qu'une vidéo par semaine, c'est un rythme qui peut être soutenu pour beaucoup. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, avec 2 et 4 heures par mois, c'est suffisant pour créer ce type de contenu-là. Donc, une vidéo par semaine. Et quelqu'un va me poser la question, quelle est la durée de vidéo que je dois poster? Il n'y a pas de durée minimale, il n'y a pas de durée maximale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que si je fais un tuto, par exemple, sur le développement d'un site Internet, c'est compliqué de faire quand même, d'expliquer comment créer un site Internet en 10 minutes. Donc, si vous avez besoin d'une heure, créez le contenu pendant 1 heure. Mais si je veux expliquer une vidéo sur comment boire de l'eau et que ma vidéo fait 1 heure, je pense que là, il y a un problème. Parce qu'on explique à quelqu'un comment boire de l'eau en 1 heure. Donc, en fait, ça dépend du contenu, de ce que vous allez traiter, du sujet que vous allez avoir dans vos vidéos. Donc là, c'est super important de se dire, OK, me connaissant mon audience, connaissant les détails qu'il y a dans mon contenu, j'ai besoin, par exemple, de 10 minutes, de 20 minutes, etc. Si vous parlez de négociation, par exemple, un tuto, je ne sais pas moi, comment négocier le prix avec ses fournisseurs, ça peut prendre 10 minutes, 20 minutes. Ça dépend également de votre expérience, de ce que vous avez apporté. Donc, moi, personnellement, généralement, mes vidéos font 20 minutes, 22 minutes quand je les tourne. Et quand je fais le montage, on arrive à 10, 12 minutes de contenu environ parce que j'essaie de couper les endroits où je m'éternise un peu trop sur un point, etc. Donc, essayez de donner le maximum que vous pouvez, mais dans un temps, on va dire, assez synthétique. Donc, par exemple, un site Internet, un tuto de 4 heures, ça peut être bien comme ça peut ne pas être bien. Ça dépend vraiment de votre expertise et de ce que vous voulez délivrer comme contenu. Donc, ne vous prenez pas la tête sur la durée maximale, etc. Prenez-vous plutôt la tête sur le fait de publier une fois par semaine minimum. Et ensuite, la durée, vous allez adapter au fur et à mesure en fonction de votre contenu et aussi, surtout, en fonction des retours de votre audience. Si vous avez beaucoup de commentaires qui disent « Ah, c'est pas suffisant, j'aurais aimé plus de détails », c'est un bon signal pour dire qu'il fallait dire un peu plus. Et si vous avez des fois des commentaires qui disent « Ah, c'était un peu trop long », vous allez varier en fonction. Donc, ne vous inquiétez pas sur ce point-là. Une fois par semaine, c'est suffisant et surtout avoir la stratégie derrière. Et la stratégie, c'est vous qui allez la définir, c'est vous qui allez faire une analyse derrière et mettre cette stratégie-là en place. Et j'ai parlé d'optimisation tout à l'heure, donc vous l'aurez dans la présentation. Voici les outils que je vous recommande et j'en ai déjà fait des vidéos, donc pour ne pas m'éterniser ici sur ce webinaire. Donc voilà, on a fini les 10 erreurs et bien sûr, je vais revenir si vous avez des questions, revenir sur les points où vous voulez que j'insiste et répondre aux premières questions, bien évidemment. Comme ça, je sais qu'on a 30 minutes, du coup 13h59 pour répondre aux questions. Si vous en avez beaucoup, tant mieux. Voilà. Alors, il y a une question que j'ai vue. Alors, attends. Dans les questions. Ah oui, Émilie qui dit, mais comment faire si on n'a pas assez de contenu pour poster à une fréquence d'une fois par semaine? Ça dépend quelle est la thématique. Parce qu'il y a aussi la partie recherche, c'est-à-dire, on peut se dire qu'on n'a pas assez de contenu. Ça dépend de ce que vous créez. Émilie, quelle est votre thématique? Quel est votre secteur d'activité? J'aimerais bien savoir. Bonjour. Bonjour. Je suis responsable communication pour un parc technologique, un incubateur d'entreprise au Maroc. D'accord. Et donc, on vend pas, en fait, on ne vend pas, on communique sur les services qu'on propose aux startups. Alors après, moi, je pose cette question, en fait, on a du contenu, on a pas mal de services qu'on propose à nos entreprises quand elles viennent s'installer chez nous. Mais je veux dire, c'est pas un contenu qui change. C'est-à-dire, si j'ai un espace coworking, je vais communiquer, enfin, c'est pas des nouvelles vidéos que je vais faire. Donc, du coup, c'est dans ce sens-là, on a des services qui sont là. On peut communiquer de temps en temps, voilà, si on a un événement ou des choses comme ça, mais de là avoir du contenu une fois par semaine sur notre activité, je me posais la question, est-ce que si on n'en a pas, comment faire pour maintenir le flux en fait? Est-ce qu'il y a des astuces? On a la même problématique nous aussi avec le ME93 pour le coup. D'accord. Oui, en fait, on fait la même chose que le ME93, mais au Maroc. Ok, d'accord. Voilà. Ça marche. Donc, vous êtes le ME Maroc alors? C'est ça. C'est ça. Ok. Mais j'ai une question. Est-ce que dans vos clients, c'est-à-dire dans tous vos clients, est-ce que vous avez souvent des questions qui vous sont posées? Est-ce que vous pouvez lister au moins 10 questions que les gens se posent concernant votre activité? Est-ce que vous faites généralement?
Est-ce que vous en avez au moins 10? Alors, 10, je ne sais pas, mais après, alors je ne sais pas si Stéphanie, en France, si c'est le même problème. Moi, je sais qu'en tout cas, au Maroc, sans parler forcément de notre propre activité, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'un entrepreneur, un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, un porteur de projet, il ne sait pas par où commencer. Donc, en fait, il faudrait parler un peu du parcours start-up, par exemple, par où je démarre, comment je fais mon business. C'est ça. À qui je m'adresse pour lever du financement. Voilà, c'est vrai qu'on a de la thématique. En fait, et le souci aussi, William, Émilie, je pense qu'on se retrouve aussi. Oui. Évidemment, des questions, on peut en avoir des milliers parce que, et en fait, l'idéal, je pense, ce serait de poster des mini-vidéos sur toutes les problématiques. Et on ne parle pas que de problématiques parce qu'il y a beaucoup de positifs dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Mais, sur des questions, mais c'est le temps après qui manque. Il faut avoir une personne dédiée à ça dans son équipe, non? Je prends un exemple simple. On va dire, par exemple, là, on vient de parler d'un entrepreneur qui veut se lancer et qui veut savoir comment trouver du financement. Je prends un exemple, l'exemple du financement. Par exemple, moi, ce que je ferais, je vais aller taper sur YouTube, je vais mettre financement entreprise. Et vous allez voir que sur ce mot-clé-là, YouTube va me suggérer peut-être 10 idées de vidéos, par exemple. Donc, je vais en piocher 2, 3, 4 auxquelles je peux répondre. Parce que si je mets financement entreprise, pas forcément B2B, je prends financement entreprise agriculture, que ça ne me concerne pas forcément, je ne vais pas les prendre. Donc, en fait, déjà avec YouTube, en plus, ces outils que je vous ai mis dans la présentation vont vous aider également sur les idées. Mais rien qu'en tapant sur YouTube, je peux déjà voir le type de vidéos qui sont faites sur cette thématique et je peux voir également les autres idées que j'aurais auxquelles je n'ai pas forcément pensé. C'est pour ça que j'ai dit, lorsqu'on a déjà une question que, on va dire, nos clients, nos futurs clients se posent, c'est également un élément qu'on peut attaquer. Et il n'y a pas de souci, on peut faire une vidéo de 2 minutes, 3 minutes qui répond vraiment de manière succincte à la problématique et on peut en faire 10. C'est-à-dire, comment trouver un financement, c'est une vidéo. Mais en fait, on peut également prendre les secteurs d'activité qu'on a dans l'entreprise. C'est-à-dire, on va prendre, imaginons, il y a le secteur technologique, OK. On peut dire le secteur cosmétique également. Mais ce mot-clé, comment faire un financement, vu que c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment apparaître, être bien référencé, on peut en faire plusieurs comme ça ne pose aucun problème. Donc, ça permet vraiment de diversifier les cibles aussi. Parce que quelqu'un qui veut chercher de la cosmétique ne sera pas forcément intéressé par la technologie, par exemple. Et on peut aller toucher ces thématiques au fur et à mesure. Donc, en fait, au début, je pense qu'on peut se dire on n'a pas d'idée. Mais là, dès qu'on commence à rechercher, dès qu'on commence à s'asseoir et à réfléchir sur ça, en fait, on en a. Et deuxième élément, souvent on se dit on n'a pas d'idée parce qu'on considère que nos idées ne sont pas forcément pertinentes. Ça, c'est également le combat que j'ai eu au début. C'est-à-dire, j'ai une idée de vidéo, je me dis non, qui va chercher ça? Mais en fait, j'ai fait une vidéo sur comment écouter YouTube avec l'écran verrouillé. J'ai mis 6 semaines avant de tourner la vidéo parce que je me disais non, ça ne sera pas bien et tout. Mais en fait, la vidéo a eu 1000 vues en un jour. Parce qu'en fait, il y avait des milliers de personnes qui cherchaient ce sujet de vidéo. Et il y a d'autres vidéos comme ça également. Donc, en fait, ne pas se mettre de limites par rapport aux idées. C'est là aussi qui va vous aider à créer plus de contenu. Il ne faut pas se dire, c'est une idée trop simple, c'est une idée trop banale, etc. Parce que c'est drôle, mais il y a des gens qui tapent sur Google comment boire de l'eau. Donc, ne soyez pas étonnés des sujets que vous pouvez aborder. Et même si ça a déjà été fait, il n'y a pas de souci. Parce que vous apportez une expertise différente, vous apportez des éléments de réponse des fois différents, vous apportez une personnalité différente, vous apportez quelque chose de différent en fait. Donc, ne limitez pas en fait vos idées parce que je pense que si on discute 20-30 minutes, on va quand même trouver facile, 20 idées de vidéos minimum. Et 20 idées de vidéos, ça fait la moitié de l'année presque. Donc, en fait, essayez de voir les questions que les gens peuvent se poser autour de ce que vous faites. Et je pense que vous en avez beaucoup, ou même des retours d'expérience d'entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui a trouvé un financement. Donc, au lieu de faire en sorte que ce soit quelqu'un qui tourne la vidéo, enfin une personne dédiée, par exemple, mais je fais un Zoom, par exemple, avec un entrepreneur qui a eu des idées de financement, etc. Il nous donne 3 astuces. Et en 5-10 minutes, on a tourné une vidéo et on la met en ligne. Donc, le format, ce n'est pas forcément également aussi prendre une caméra, aller tourner dans un endroit. Les interviews, ça fonctionne très bien également. Ça peut être également des rediffusions de webinaires. C'est-à-dire, on prend ce webinaire, imaginons, on se pose la question, comment être régulé sur YouTube? On prend l'erreur numéro 10 que j'ai faite, ça fait 3-4 minutes, je la poste sur YouTube également. Donc, il y a également le recyclage du contenu qu'on a déjà, qui est également une source d'idées, une source de contenu aussi pour votre chaîne. Voilà. Donc, en fait, William, en fait, ça reprend la question. Il y a une question qui arrive justement après, enfin, pas tout à fait après. D'accord. Est-ce qu'on peut se contenter aussi, dans un premier temps, de relayer les contenus fournis par des partenaires si on n'est pas encore organisé, nous, pour en faire? Tout à fait, tout à fait. Je prends un exemple, imaginons, vous n'avez pas encore d'équipe dédiée à ce que vous faites et vous avez déjà 10-15 vidéos et qui répondent à des questions ou qui présentent quelque chose dans votre thématique, par exemple. Aujourd'hui, on a une problématique d'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur va se dire quels sont les outils pour bien démarrer mon entreprise, par exemple. Ou je sais qu'il y a souvent la question juridique autour de l'entreprise, par exemple.
D'accord? Donc, la question juridique qu'on va se poser, c'est quel est le meilleur statut pour débuter? Mais si j'ai déjà un webinaire dessus ou même un article de blog que j'ai dessus, je peux simplement faire une vidéo animée, donc un PowerPoint que je vais animer juste avec ma voix derrière et ça suffit déjà comme vidéo. Donc, quelqu'un aussi posait la question du fait de montrer son visage. On n'est pas obligé du tout. Il y a des chaînes qui ne montrent absolument pas leur visage et qui fonctionnent très bien. Après, là, maintenant, c'est au niveau des formats. Donc, ça, c'est un peu plus long à expliquer, mais il y a différents formats qui permettent de ne pas montrer son visage. C'est-à-dire, on peut mettre en avant d'autres personnes, on peut faire un montage vidéo avec des images libres de droit ou on a juste une voix off derrière. Donc, c'est différents formats qu'on peut utiliser. Je sais que souvent, en fonction des secteurs d'activité, montrer son visage, ça peut être problématique avec les concurrents, etc. Mais ce n'est pas gênant sur YouTube. Parce que, comme j'ai dit, la personne, lorsqu'elle regarde votre vidéo, elle cherche d'abord une information. C'est pour elle d'abord qu'elle regarde la vidéo, pas forcément pour le créateur au départ. Et bien sûr, après, si elle découvre vos offres, vos produits, etc., que vous rencontrez en vrai, là, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de blocage, en fait, à commencer sans montrer son visage. Voilà. OK. Il y a une question qui disait « Je n'arrive pas à intégrer des vidéos avec mon téléphone, je dois le faire avec mon ordinateur à chaque fois. Avez-vous une alternative ?» Quand vous dites intégrer, c'est-à-dire mettre en ligne les vidéos? Je ne sais pas, Kamel ou Nadia? Je vais vous montrer un truc. Oui, excusez-moi, c'est Kamel. Oui. Oui, en fait, quand j'enregistre une vidéo, j'arrive pas à l'intégrer directement sur le YouTube. Il faut que je le fasse depuis le PC. D'accord. Vous avez l'appli YouTube Studio sur le téléphone? Enfin, l'appli YouTube sur le téléphone? Avec l'appli, non, je vais directement sur mon compte YouTube depuis… D'accord. Non, en fait, il faut télécharger l'appli. Et sur l'appli, en fait, vous avez un petit bouton plus ici. Ouais. Et quand je clique sur plus, je peux mettre en ligne une vidéo directement depuis mon téléphone. Trop bien, d'accord. Voilà. Et vous avez aussi l'appli YouTube Studio qui permet d'avoir les statistiques et tout, qui me permet de modifier. Attends, je vous montre celle-là. Hop. Je peux modifier en fait toutes les informations de ma vidéo comme si j'étais sur l'ordinateur. Ah directement. ouais, très bien. Ok, Voilà. super. C'est une Merci autre beaucoup. appli, ça. C'est une autre appli. Oui, il y en a deux. Il y a Studio. l'appli YouTube pour regarder Ouais. les vidéos. Normalement, on peut publier également une vidéo en ligne. Et l'appli YouTube Studio, c'est celle avec vos statistiques, les analyses et tout, etc., qui vous permet aussi de modifier toutes les données de la vidéo directement depuis le téléphone. Excusez-moi, c'est une appli qui est payante ou pas? Non, les deux sont gratuits. Tout est gratuit chez YouTube, sauf nous qui vendons le contenu à YouTube. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc voilà, ça vous permet déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui utilisent que le téléphone pour leur chaîne. Donc moi, je recommande ces deux outils-là, c'est largement suffisant. Et on peut faire beaucoup de choses avec. Parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui n'ont que le téléphone. Et je pense que des fois, c'est un peu plus compliqué d'avoir forcément l'ordinateur à chaque fois. Donc, vous pouvez utiliser ça sans aucun problème. Il y a une question de Marie-Laure. Oui. Ce qui me semble délicat, ce sont les citations de référence, citations de produits, d'auteurs, sociétés, de presse et les droits d'auteur et de marques utilisés qui peuvent inspirer pour créer du contenu. Quand vous dites citation d'entreprise, c'est-à-dire parler d'une entreprise dans une vidéo? Marie-Laure, si tu peux préciser ta question. Si ça peut être précisé. Marie-Laure. Oui, pardon, j'avais pas le son. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que par rapport aux vidéos que je regarde, il y a des auteurs qui citent leurs outils pour créer leurs vidéos dans les commentaires en dessous de leurs vidéos. Et donc, je voulais savoir si ça suffisait ou s'il fallait systématiquement lister en dessous de la vidéo, de chaque vidéo, donc les références qu'on a pu citer, donc bibliographie ou article de presse. D'accord. Non, c'est pas nécessaire. En fait, là où vous aurez on va dire du contenu qui peut être réclamé, c'est-à-dire si vous utilisez par exemple de la musique qui n'est pas à vous, généralement, c'est bien de mentionner l'auteur dans la description. C'est ça, voilà. Oui. Mais généralement, il y a sur YouTube, vous avez, comment ça s'appelle, la librairie YouTube directement dans votre YouTube Analytics. Attendez, je vais essayer de vous montrer tout de suite. En fait, vous avez déjà des musiques libres de droit sur YouTube. Donc, celles-là, on peut les utiliser sans mentionner l'auteur. Et on n'aura pas de problème de réclamation sur nos vidéos. Je vais vous montrer rapidement. D'accord. Hop. Mais au niveau de la bibliographie, etc., ne vous prenez pas la tête. Il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Donc, et par rapport aux droits d'auteur personnels, comment ça se passe? Parce que chacun crée sa vidéo, donc on doit avoir des droits d'auteur sur la vidéo, etc. Oui, c'est possible. En fait, ça dépend du niveau où vous êtes au niveau de YouTube. C'est-à-dire, aujourd'hui, les chaînes de 100 000 abonnés et plus, elles ont vraiment le contenu vidéo qui est protégé.
Alors, si vous utilisez un contenu qui n'est pas protégé, généralement, la majorité des contenus sur YouTube sont en Creative Commons, c'est-à-dire en libre accès, libre utilisation. Donc, ça ne pose pas de problème. Mais généralement, quand vous allez vouloir télécharger une vidéo sur YouTube, en fonction des outils, ils vont vous dire ce contenu est protégé par droit d'auteur. Et s'il n'est pas protégé, vous pouvez l'utiliser librement et à souhait mentionner l'auteur ou pas. Mais dès que vous avez une réclamation, la seule chose à faire, c'est de mentionner l'auteur directement dans la description et ça suffit. Il n'y a pas de danger ou bien de poursuite légale par rapport à ça. En tout cas, depuis que YouTube existe, il n'y a jamais eu ce genre de scandale-là par rapport au droit d'auteur. C'est juste YouTube vous enverra un message si jamais il y a un problème, vous recevrez un mail. Ils vont vous montrer la marche à suivre. Soit c'est couper juste un extrait de la vidéo, soit c'est mentionner la personne dans la description. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord, parce qu'effectivement, j'ai entendu parler de jeunes auteurs se faire pirater leurs vidéos, le contenu, et effectivement, ils ont moins de 100 000 abonnés, en fait. D'accord, ok. Je vais peut-être voir s'il n'y a pas de précisions supplémentaires, je vous tiendrai au courant, mais normalement, non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Entendu, je vous remercie. Voilà. Merci à vous. Alors, il y a des petites questions. Oui. Christine demande si un micro dédié à la prise de son est réellement indispensable ou un équipement libre suffit. Je pense que tu avais déjà répondu à la question tout à l'heure. Oui, mais je vais peut-être préciser. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai ce micro-là lorsque je fais des vidéos où j'enregistre mon écran pour faire des tutos. Mais sinon, j'ai aussi un micro filaire donc que je branche directement là. Et j'ai un micro que je mets sur ma caméra. Bon, j'en ai 3. Ce n'est pas obligé d'en avoir 3. Mais normalement, si vous êtes dans une salle où le son est suffisant, on peut bien vous entendre, le kit main libre suffit largement. Donc, si chez vous, il n'y a pas trop d'écho, c'est bien insonorisé, qu'on vous entend très bien, petit conseil, faites un test, par exemple, prenez le dictaphone, essayez de parler juste 2-3 secondes pour voir si le son est bon et vous pouvez faire vos vidéos avec. Maintenant, le micro peut être intéressant si jamais vous êtes loin de la caméra, par exemple. Le micro filaire que j'ai, il fait 6 mètres, donc je peux mettre quand même un peu plus loin de la caméra et filmer, ou alors investir dans un micro sans fil. Mais normalement, le kit main libre peut suffire pour commencer, ou même le micro de l'appareil, de l'ordinateur plutôt, peut suffire également. Mais c'est à vous de voir. Je ne connais pas l'environnement dans lequel vous êtes, mais normalement, ça devrait suffire si vous êtes dans un endroit assez silencieux et bien insonorisé. Est-ce que tu peux mettre en commentaire les 2 YouTube utilisés par William? C'est YouTube et YouTube. C'est ça, YouTube, donc l'application, et YouTube Studio. Voilà. Je suis en train d'écrire en même temps. Merci. Donc, c'est dispo sur App Store et Android Store également. Okay, merci. Quel outil de montage de vidéo recommandez-vous? Alors, je pense qu'il y a Hugo qui répond à Christine. C'est ça, c'est ça. Alors, donc Hugo a dit, sur Mac, on a iMovie sans aucun problème et qui est gratuit. Et sur Windows, bon, je ne recommande pas Movie Maker quand même, c'est un peu trop basique. Donc, vous avez Filmora, qui est un logiciel qui coûte 70 €, mais c'est en une fois en fait, donc c'est un paiement unique. Mais moi, j'utilise Final Cut Pro, c'est un logiciel qui est payant chez Mac, et Adobe Premiere Pro aussi, qui est un logiciel qui est payant chez Adobe. Mais pour commencer, si vous avez un Mac iMovie, ça suffit. Et sur Windows, je vous écris ça, HitFilm Express, qui est gratuit également sur Windows. HitFilm Express. Voilà. Très bien. Et apparemment, Hugo aurait une petite remarque sur le contenu, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, merci pour votre intervention, c'était vraiment intéressant. Et alors, très dur de prendre des notes en même temps, hein, vous avez un sacré débit de parole, mais en tout cas, avec beaucoup d'informations, c'était top. Oui, je voulais revenir sur les questions du contenu quand on se lance sur YouTube, vis-à-vis des gens qui avaient des interrogations sur que publier comme contenu. En tant qu'étudiant en Master 2, on est énormément à rechercher des emplois et des stages, et ça peut être très intéressant aussi pour des entreprises de poster leurs opportunités quand elles recrutent, etc. Ça peut être une idée de contenu pertinent. C'est ça. Et je rebondis sur ce que Hugo a dit. Merci Hugo. Donc, on a un nouvel expert, Hugo CY YouTube. Donc, voilà. On peut aussi montrer la vie de l'entreprise. Donc, quand je dis la vie de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise. Bon, après, ça dépend de vos collaborateurs, s'ils veulent être mis en avant ou pas. Mais je sais qu'aux États-Unis, bon, parce que c'est un exemple où c'est beaucoup plus développé là-bas, là, montrer la culture de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, etc. C'est également un bon moyen de créer du contenu aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à mettre en avant sur votre entreprise, ça peut être pas mal aussi. Alors, ça, c'est des questions, c'est ça? Je ne sais pas, c'est toi qui les as affichées, non? Non, c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Ah, d'accord. Je ne sais pas qui a affiché ça. Quelqu'un a partagé ses notes, en fait. Oui, c'est ça. Bon. C'est ça, donc… C'est Camille. Ah, c'est Camille, d'accord. Camille nous entend? C'est normal qu'on voit vos notes?
C'est vos notes là, c'est votre écran que vous avez partagé. Vous avez le son, il est inactif. Il faut activer votre son, Camille. En tout cas, Camille a un Mac, donc déjà iMovie, on peut l'utiliser, tant mieux. William, petite question. Oui. Est-ce que sur les applis, notamment YouTube Studio, on peut faire un montage même basique ou raccorder deux bouts de prise de vue? Alors, c'est ce qui n'est pas encore développé chez YouTube. On peut couper une partie de la vidéo, mais on ne peut pas en rajouter. Ce n'est pas logique, mais bon. Pour le moment, ce n'est pas encore développé. Mais vous avez 2 applis sur téléphone. Donc, je vous mets KineMaster, InShot. Donc, c'est 2 applis gratuites également qui permettent de faire du montage basique également. Couper, raccorder un petit bout, on peut le faire. Ou même depuis le téléphone, normalement sur votre… Enfin, je pense que tous les téléphones le font aujourd'hui. On peut directement couper une partie de la vidéo avant de la publier. Ça aussi, c'est possible de le faire. Ouais, on peut rogner avant, après. C'est ça, rogner avant, après. Ouais. Voilà. Mais les 2 que je vous ai mis, InShot et KineMaster, c'est possible de l'utiliser également. Ça s'écrit comment, les 2 applications, s'il vous plaît? Elles sont dans le chat. Elles sont dans le chat. Oui. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, j'ai d'autres questions aussi qui étaient… allez-y. Oui, Didier Reynaud. Oui, monsieur Reynaud. J'avais une question au niveau de YouTube. En fait, on met principalement des vidéos qui sont à nous. Par contre, dans les playlists, on a la possibilité de mettre des vidéos d'autres chaînes. Tout à fait. Je voulais savoir comment on pouvait utiliser ça d'une manière, je dirais, intelligente, sachant que ma question, c'est aussi est-ce que les gens qui utilisent YouTube vont sur la playlist, sur une chaîne d'entreprise ou autre? C'est ça. Alors déjà, pour savoir si les gens vont sur la playlist dans YouTube Studio, vous avez des statistiques sur vos playlists. Est-ce que les gens cliquent, est-ce que les gens ont regardé? Et même sur la playlist directement, vous avez le nombre de vues. Alors ici, la stratégie qui peut être utile pour la playlist, c'est utiliser des chaînes qui ont peut-être un peu plus de visibilité que vous et qui ont beaucoup plus de, on va dire, de visiteurs, enfin, pas de visiteurs c'est un site, de spectateurs. Donc, je prends un exemple. Vous avez 1000 abonnés aujourd'hui, vous faites 10 000 vues par mois, par exemple, et un de vos concurrents ou quelqu'un qui a, disons, le double de vos abonnés et plus de vues, fait un type de vidéo semblable à ce que vous faites. Ça, c'est une stratégie qui se fait au niveau des collaborations. En fait, vous allez simuler une collaboration avec cette personne en montrant la vidéo qu'il a faite. Et quand vos abonnés vont aller voir cette vidéo, bien les abonnés de l'autre chaîne vont voir l'autre vidéo. Vu que cette vidéo est dans votre playlist, YouTube va essayer de recommander également vos vidéos à vous juste en dessous des vidéos des concurrents. Donc ça, c'est une stratégie un peu plus avancée, mais si on le fait bien, ça permet de rapporter des gens qui ne nous connaissent pas directement sur nos vidéos. Donc ça, c'est bien à faire avec parcimonie un peu quand même. Mais si vous voulez mettre des vidéos d'autres personnes, c'est mieux vaut privilégier des personnes qui sont peut-être dans votre secteur d'activité. Comme ça, YouTube va le recommander à votre contenu à ces personnes qui ne vous connaissent pas encore. Mais généralement, aujourd'hui encore, les playlists sont sous-utilisées. Donc, il y a encore du chemin à faire. Beaucoup de personnes regardent les vidéos uniques et pas forcément les playlists. Mais dans les années à venir, je pense que quand même, on aura une explosion quand même de la consommation au niveau des playlists. Mais si vous le faites déjà, continuez à le faire parce que je pense que c'est un effet cumulé qui aura et au fur et à mesure, les gens viendront sur vos vidéos. Oui, c'était surtout ça ma question, c'est qu'en fait, j'avais l'impression que ça risquait de ne pas servir à grand-chose parce que pour l'instant, effectivement, les gens vont dans la liste des vidéos, regardent les vidéos les plus récentes. S'ils sont vraiment intéressés, ils vont essayer d'aller un peu plus loin, mais il n'y en a pas beaucoup. Et les playlists, voilà, je ne suis pas sûr que ça sert beaucoup pour l'instant, mais effectivement, ça peut être intéressant. Moi, je m'occupe en fait d'une chaîne YouTube d'un conservatoire et il y a pas mal de parents d'élèves qui filment et qui mettent des vidéos et ça peut être un moyen de partager. Est-ce que vous avez par exemple un nom de playlist sur ces chaînes-là du conservatoire? Est-ce qu'il y a un nom que vous avez en tête déjà? Un nom comme ça, hein? Là, j'ai une idée par exemple. Symphonique. Symphonique. Bon, imaginons par exemple, j'ai la playlist symphonique. Et dans la playlist symphonique, j'ai, je sais pas moi, l'enfant d'un parent, par exemple, qui joue au piano. Ce que je peux faire, c'est mettre cette vidéo dans une playlist. Et au lieu de partager le lien uniquement de la vidéo, je vais dans la playlist et je partage le lien de la vidéo qui est dans la playlist. Du coup, lorsque vous allez aller sur les réseaux sociaux, les gens atterrissent directement dans la playlist sans le savoir. C'est-à-dire, ils cliquent sur la vidéo, mais en fait, sur la droite, il y a directement vos autres vidéos qui sont recommandées. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Ok. Merci bien. Je vous en prie.
Il y a une question d'Hugo. Avez-vous des conseils quant à la promotion de sa chaîne YouTube? Yes. Alors là, j'ai fait une vidéo complète dessus de 12 minutes sur ma chaîne. Mais pour faire court, si vous avez une liste email, il faut privilégier la liste email. Ensuite, vos vidéos, vous les partagez sur tous vos réseaux possibles et inimaginables. Moi, ce que je fais, je partage la miniature sur Facebook et je mets un petit descriptif avec le lien en commentaire. Sinon, Facebook va réduire la portée de mon post. Sur LinkedIn, je fais pareil. Bon, je peux mettre le lien directement dans la description parce que ça n'a pas forcément d'incidence. Ou alors, je publie juste un extrait d'1 minute de ma vidéo avec quelques points comme ça pour donner envie aux gens de cliquer. Et sur Instagram, bon, j'utilise moins Instagram parce que c'est plus personnel, mais quand j'ai envie de partager une vidéo, je mets un extrait également d'1 minute et je renvoie avec le lien dans ma bio. Bon, c'est ce que j'utilise principalement et de temps en temps, je vais sur ma liste email. Parce que bon, ma liste email, j'ai vu qu'il n'y avait pas un grand taux de clics quand je partageais les vidéos YouTube. Mais si vous avez une grosse liste email, c'est bien quand même. Parce que dans les premières heures, il faudra, les 24 premières heures, il faut que vous engrangez le maximum de vues possible. C'est ce qui va permettre à YouTube de pousser votre vidéo encore plus vite dans les 24 premières heures. Bien sûr, après, ça va être poussé, mais les 24 premières heures, c'est super important. Donc, tous les moyens que vous avez pour partager vos vidéos, ben, partagez ces vidéos là-bas. Voilà. C'est la seule stratégie que je recommande. Par contre, pas de trafic payant. Sinon, vous allez attirer des personnes qui ne vous connaissent pas forcément et ils ne vont pas regarder les vidéos pendant longtemps. Donc, vous aurez dépensé de l'argent et vous n'aurez pas forcément de personnes qui seront fidélisées sur vos vidéos. Voilà. Merci beaucoup. Alors, du coup, William, toi, tu recommandes effectivement, par exemple, nous, notre chaîne YouTube, le ME93, Oui. on a une chaîne YouTube. Là, aujourd'hui, typiquement, on a publié un Zoom entrepreneur. J'aurais pu, on a communiqué sur tous les réseaux sociaux, mais j'aurais pu l'envoyer à toute ma mailing list. Mais oui, j'aurais pu. En fait, ce que je fais, c'est que je ne donne pas juste voici le lien de la vidéo, c'est-à-dire, vu que c'est un truc sur les entrepreneurs, mettre un peu le contexte de ce dont quoi parle la vidéo, etc. Et juste en bas, appel à l'action, je mets le lien de ma vidéo et les gens vont aller regarder la vidéo. Voilà. Malin. Merci. Je t'en prie. Et quelle est ta chaîne, le nom de ta chaîne YouTube, du coup? C'est mon nom, c'est William Angora. Ok. Je suis le même ici et partout ailleurs. Donc, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok. Y a-t-il une dernière question? Une ou deux dernières questions? On a encore un peu de temps. Ok. Moi, pour transférer, pour modifier la vidéo sur ordinateur, moi, je ne suis pas en Mac et j'ai pas. Il y a Final Cut Pro, mais je ne sais pas si c'est Mac ou si c'est payant. Final Cut Pro, c'est sur Mac et c'est payant. Bon, c'est un peu cher, c'est 300 €, mais c'est un paiement unique. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui n'est pas sur Mac et qui serait gratuit? Ce serait encore mieux. Ah, qui serait gratuit? HitFilm Express. HitFilm Express. Je vous mets ça dans le chat. HitFilm Express. Lui, il est gratuit. Je pense qu'il est 100% gratuit totalement. Sinon, le plus connu, c'est Filmora. Mais lui, il coûte 60 € pour à vie. Donc, c'est un paiement en une fois. Et vous avez toutes les mises à jour à chaque fois. Ok, voilà. Merci bien. Je vous en prie. Voilà, tu as gagné des abonnés sur ta chaîne YouTube, hein, William. Ah ben, tant mieux, hein. Tant mieux. Ils vont activer la cloche. Je fais comme les youtubeurs. Active la cloche de notification. J'aurais une petite question rapidement. Oui, Myriam. Merci, William. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, quand on parlait tout à l'heure de la playlist, je pense que ça répond peut-être à une question que j'avais posée dans le menu là. D'accord. En fait, le fait de mettre des vidéos dans la playlist, ça nous permet à nous d'être suggérés à la fin de cette vidéo, c'est ça? Pour que les autres nous voient. C'est ça. D'accord. Tout à fait. Okay. Parce qu'en fait, vu que c'est un algorithme YouTube, il va essayer de chercher, en fait, dans la tête, il n'a pas de tel algorithme, mais en fait, dans la pensée de l'algorithme, le but, c'est de montrer la vidéo la plus pertinente à la suite ou la vidéo complémentaire à la suite d'une autre. Vous allez voir un exemple, si vous cherchez une vidéo de café, on peut recommander des vidéos de café ou par exemple des idées des vidéos de gâteau juste après. Parce qu'on se dit, bon, le gâteau, peut-être avec le café, ça passe. Et ça se fait vraiment en temps réel. L'algorithme, il est assez poussé. Et donc, quand on met une playlist, moi, je l'ai constaté, quand j'ai commencé à réutiliser les playlists, j'avais beaucoup plus de vidéos de moi qui étaient recommandées dans la barre de droite plutôt que d'autres vidéos aléatoires. Donc, ça vous permettra vraiment on va synthétiser toutes vos vidéos, les mettre ensemble et gagner beaucoup plus de visibilité après. D'accord. Merci beaucoup. Encore des questions? Oui, c'est encore Myriam du coup. Oui. J'en profite vu qu'on a un petit peu de temps. J'avais posé la question, je voulais savoir à peu près combien de temps il faut compter justement pour avoir un certain nombre de vues par vidéo quand on démarre comme ça. Est-ce qu'on peut rester avec moins de 100 vues un long moment avant d'avoir… On peut. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en tant que chaîne entreprise ou entrepreneur, on n'est pas dans l'optique d'avoir des millions d'abonnés. Enfin, parce que après, ça dépend du secteur. Hein. Mais
généralement, on va essayer quand même d'atteindre les 3 premiers paliers, 100 premiers abonnés, ensuite 500 et ensuite les 1000 premiers abonnés. Généralement, si on arrive déjà à ce niveau-là, on aura beaucoup plus de visibilité. Mais le but au début, c'est vraiment la régularité d'abord. Parce que sans ça, en fait, YouTube ne sait pas en fait de quelle est la thématique de la chaîne, quelle est l'audience vraiment à aller chercher, etc. Donc, pour moi, les 10 premières vidéos, on ne se focalise pas sur le nombre d'abonnés d'abord. On essaie vraiment de donner du contenu à YouTube et en fonction, bien sûr, de la thématique, de la qualité des vidéos, il y a plein de paramètres. Est-ce qu'on a partagé? Est-ce que même la vidéo est devenue virale dès la première vidéo? Là, on peut avoir plus ou moins d'abonnés. Donc, quelqu'un qui va vous promettre un nombre d'abonnés dès les premiers mois, faites attention, prenez vos jambes et fuyez. Voilà. Parce qu'en fait, on n'est pas l'algorithme, on a les bonnes pratiques, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas forcément prédire est-ce qu'on aura tel ou tel nombre de personnes derrière. Mais suivre une méthode claire, précise, permet, c'est sûr. Par exemple, aujourd'hui, je peux vous dire que j'aurai 2500 abonnés dans 4 mois. Parce qu'en fait, mon analytics me permet d'être prévisionnel sur ça. Mais il y a 6 mois, 7 mois, je n'aurais pas pu vous le dire. Mais au fur et à mesure, plus vous allez créer du contenu, plus vous allez avoir la possibilité de prédire combien est-ce que de personnes vous aurez sur le long terme, combien de vues, etc. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je sais que je fais 1000 vues par jour. Il y a 7-6 mois, je ne savais pas exactement combien est-ce que je faisais. Donc, même sans poster de vidéos aujourd'hui, je peux maintenir ce niveau-là et ça va être pareil pour vous également. Donc, focalisez-vous d'abord sur la publication. On va dire les 10 prochaines vidéos, focalisez-vous sur la régularité et après, vous allez voir que le fait même de publier 10 vidéos vous donnera plus de données même dans votre YouTube Analytics pour savoir ce qu'il faut faire par la suite. D'accord, merci beaucoup William. Et bravo pour vos vidéos parce que je les connaissais avant de m'inscrire. Tant mieux. Merci beaucoup. Elles sont super. Merci beaucoup. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? On a encore 3 minutes. Oui. Non? Bah, écoute William, si tu veux rajouter quelque chose. Je vais vous dire merci parce que je sais qu'il y en a qui étaient en train de manger. C'est vrai que je sais que je parle vite, mais comme j'ai dit, c'est la passion, je n'ai pas le choix. Donc, quand vous regardez mes vidéos, mettez en 0.5, vous pouvez réduire la vitesse, comme ça, ça va parler beaucoup plus lentement. Donc, n'hésitez pas. Et puis, merci à vous, pour toutes vos questions. Il y a encore d'autres questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, mais vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou où vous voulez, quand vous aurez les contacts. Et je me ferai un plaisir de répondre sans aucun problème. Super, bah, écoute, merci beaucoup William. C'était fort Merci à tout le monde. J'envoie à tous demain la vidéo ainsi que la présentation et les coordonnées de William. Ça marche. Effectivement, comme je vois, là, je pense que tu as gagné quelques abonnés. C'est ça. Donc, un grand merci à vous tous. Merci beaucoup. Le cycle des réseaux sociaux reprendra le 14 janvier, il me semble. On va refaire un point sur LinkedIn. Alors, pour ceux qui n'avaient pas participé, même ceux qui ont participé déjà, toujours intéressant. Donc, on a une forte demande de refaire un cycle sur LinkedIn. Donc, en janvier, le 14 janvier, ce sera sur ça. Mais écoute, portez-vous bien. Ah, pardon, excuse-moi. Vous avez déjà un intervenant pour LinkedIn ou pas? Ouais. Ah, sinon j'aurais dit Christopher Piton, on puisse la sortir un livre, mais bon, ça sera pour une autre fois alors. On a déjà un intervenant, mais n'hésite pas à nous recommander. Ça marche. Parce qu'on fait sur tous les réseaux sociaux, donc n'hésite pas à venir vers moi et me donner des noms avec grand plaisir. Ok, ça marche. LinkedIn, on a déjà. Merci à tous. Bon après-midi. Merci à tous. À très bientôt. Si je ne vous ai pas dit la fin de l'année, bonne fête de fin d'année à vous tous. Portez-vous bien. Et j'espère à très vite en présentiel, bien évidemment. Au revoir. Je ferai l'effort de me déplacer en présentiel. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.